Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à votre magazine Kiosque Éco, ce magazine qui vous permet d'avoir un regard sur l'évolution des activités économiques en République démocratique du Congo, des activités qui ont marqué la semaine. Nous allons démarrer avec 3 sujets au menu. Nous allons parler du gouvernement qui associe l'IGF dans les efforts de guerre. Pour quelle marge de manœuvre nous aurons à échanger là-dessus. Nous parlerons également de la production de minerais avec un rapport qui présente les statistiques de 2024. Et enfin, nous allons revenir sur le propos de Mukwege qui a évoqué les sanctions, selon lui, les sanctions économiques contre le Rwanda. Je ne suis pas seul. Nous allons donner la parole d'abord et avant tout à Edmond Izuba qui signe son retour. Bienvenue Edmond Izuba. Merci beaucoup Guy. Ça fait un temps que vous étiez absent, on vous a réclamé. Justement parce que on était en train d'organiser quelque chose de bien pour notre public. Déjà, j'annonce que nous allons migrer vers, pas totalement, mais une partie de notre rédaction va migrer vers la télévision, mais ça sera uniquement pour faire consommer 3 grands programmes. Nous avons conçu des programmes tels que Opinion Culture pour la musique et tout ce qui est lié à notre culture et essayer un peu de le valoriser, le mettre en valeur avec des chroniqueurs qui vont analyser à fond, surtout les anciens succès. Et deuxième chose, nous avons mis un autre concept, c'est Opinion Sport, qui va commencer à faire des analyses sportives et tout ce qui entoure, notamment les maisons de Paris foot. Et puis, nous aurons une émission de sensibilisation patriotique, notamment sur le comportement des militaires, des soldats et le comportement de la population en état de guerre. Voilà. Merci beaucoup, Amédée Moirabou, vous êtes là aussi, bienvenue à vous. Merci. Edgar Didiana, bienvenue. Merci. Et enfin, M. Faustin, bienvenue. Merci. Alors, on va démarrer déjà avec cette annonce, pratiquement qui est revenue sur les lèvres de plus d'un Congolais. Et même des débats ont été alimentés par cette information. On parle ici du gouvernement qui associe l'inspection générale des finances dans les efforts de guerre. Pour quelle manœuvre? J'aimerais donner la parole avant tout à Edmond Izuba. Est-ce nécessaire ou opportun? Moi, je pense que c'est vrai. On est dans une situation, je dirais, de guerre. Il faut de moyens, il faut de l'argent, il faut financer notre armée pour qu'elle devienne de plus en plus efficace. Mais est-ce que l'IGF est un organe de contrôle ou un organe mobilisateur de recettes? Je ne pense pas. Ce sera le rôle qu'elle jouera justement. Le rôle, parce qu'on dit, on l'a associé. C'est d'abord ambigu d'associer l'IGF parce que je ne trouve pas que pendant cette période qu'on coince encore des entreprises et surtout je vois beaucoup plus les entreprises qui sont dans la partie Est qui œuvrent d'ailleurs avec beaucoup de difficultés. Je ne parle pas des zones déjà occupées ou sous contrôle de rebelles ou de terroristes, mais je parle par exemple de Béni où les entreprises travaillent avec beaucoup de difficultés sous le bottes de rebelles ou des tirs de gauche à droite, en Ituri également. Et donc ça ne justifie pas pour vous cette décision ne sont pas des entreprises qu'on devrait coincer, mais plutôt parce que l'inspection générale, certainement, va travailler avec les entreprises d'assiette fiscale qui ont pour mission de collecter des taxes et impôts. Mais ce sont des taxes qu'on collecte auprès des entreprises privées. Et c'est des entreprises dont je parle ici. Donc, je ne vois pas l'utilité de cette mission à l'IGF, mais je salue plutôt l'acte posé par l'OGFREM qui est allé remettre officiellement $1 million comme sa contribution, sa participation à l'effort de guerre. Donc, ne confondons pas de rôles. Je pense qu'on donne aussi assez d'importance à l'IGF. Je ne comprends pas, mais je ne trouve pas vraiment le moment soit puisqu'on parle de la réduction de train de vie des institutions. Pour coincer encore ces entreprises qui travaillent d'ailleurs difficilement. On parle déjà de la réduction de train de vie des institutions.
ça explique pourquoi est-ce que l'IGF doit se mêler à la pâte, Amédée Morabou. Bon, au fait, ce que moi je peux dire, c'est que c'est vrai que nous sommes... le projet actuel qui est sur la table du gouvernement, de la Première ministre, même du Président de la République, c'est justement la réduction du train de vie des institutions. On s'attendait plus à ce que le gouvernement présente plutôt son rapport, puisque le Président de la République, même lors du dernier conseil, pas celui d'hier, mais plutôt d'il y a une semaine, on a donné 72 heures au gouvernement pour produire un rapport sur la réduction du train de vie des institutions. Et une semaine après, dans le dernier conseil des ministres... Ça a été évoqué aussi. Ça a été évoqué. On nous a dit que le ministre du Budget est en train de faire des simulations, mais ce qu'on a compris, c'est que les rapports n'est pas encore prêt. Mais moi, ce que je dis, c'est vrai que pour le moment que nous sommes, il est crucial. Et j'estime que toutes les institutions devaient prendre la mesure de la gravité du problème par rapport à ce qui nous attend. Puisque moi, ce que je comprends, c'est que nous devons, en tout cas, prendre la mesure de la chose et surtout des décisions exceptionnelles pour parvenir à changer la donne sur le terrain. Ici, le gouvernement a été appelé à faire des coupes budgétaires et consorts de manière à dégager suffisamment de moyens pour financer la guerre, pour financer en tout cas améliorer les conditions de vie des militaires et autres. Voilà, c'est ce qu'on attend justement. Mais la présence de l'IGF, je ne vois pas trop, je ne vois pas en tout cas cette présence utile pour le moment, parce que pour le moment, il s'agit pour le gouvernement de produire d'abord ce rapport qui devrait, et par après, être formalisé dans le cadre d'un collectif budgétaire et déposé au Parlement de manière à ce que nous puissions avoir maintenant une boussole, c'est-à-dire un budget rectificatif à mettre à exécuter. Mais on n'en est pas encore là. Je ne pense pas que l'IGF puisse avoir un rôle à jouer à ce moment-ci. En fait, à ce qui concerne l'exécution du budget, s'il faut dire quelque chose, c'est que dans aucun ministère, il n'y a pas des inspecteurs de finances. Non. Les inspecteurs de finances, ils sont juste posés au niveau de la Banque centrale. Ils sont là au moment d'actionner le paiement de certaines dépenses. On associe l'IGF justement pour voir est-ce que ces paiements peuvent passer ou pas. C'est peut-être là où peut jouer l'IGF. Parce que dans la dépêche de la primature, on dit que c'est pour encadrer l'exécution des dépenses. Bon, il peut jouer un petit rôle à ce niveau-là. Parce que nous sommes dans un moment critique où chaque dollar dépensé doit produire les résultats. Très bien. Alors, voilà. Faustin Koudia-Sala, pensez-vous que c'est opportun et quels sont les éléments qui font appel à l'inspection générale des finances? Merci pour la question d'abord. Contrairement aux avis exprimés par mes amis, moi j'estime qu'il y a opportunité à ce que l'IGF soit associé à cet exercice. Mais je suppose que, en tout cas à mon avis, qu'il y avait des préalables qu'il faudrait d'abord vider. Je crois Amédée l'a souligné tout à l'heure. Il y a le Conseil des ministres qui a levé une option avec la mise en place d'une commission interministérielle composée de finances, je crois économie et reconstruction, qui devait faire le point pour voir dans quelle mesure parvenir justement à réaliser ces projets de chef de l'État avec la réduction de train de vie de l'État. Maintenant, la question qui se pose poser, parce que vous savez, le budget, c'est une loi. Dès que c'est adopté au Parlement et promulgué par les chefs de l'État, ça devient irrévocable. Et si on doit revoir certaines dispositions budgétaires par rapport à une loi, au nom du principe de parallélisme des réformes, c'est qu'il faut encore une autre loi pour revoir les différentes affectations. Quant à l'appel de l'IGF, selon les vœux exprimés par le Premier ministre, moi, à mon avis, j'estime que peut-être le gouvernement est allé un peu vite en besogne, parce que la première chose qu'on attend par rapport à la réduction de train de vie de l'État, c'est que la commission interministérielle amène au niveau du Conseil des ministres ces propositions, et c'est sur base de ça qu'on va peut-être voir dans quelle mesure associer tel ou tel autre établissement public. Bon, associer l'IGF, bon, si ce n'est qu'une annonce,
En tout cas, je suppose que jusque-là, ce n'est qu'une annonce, parce qu'il n'y a aucun cadre légal qui a été mis en place jusque-là pour étudier cette question de réduction de train de vie de l'État. En attendant ce rapport de la commission interministérielle, bon, associé l'IGF estime que c'est de bonne guerre, parce que, vous savez, quand on dit réduction du train de vie de l'État, on suppose que vous devez en principe boucher tous les trous de coulage de recettes, tout en réalisant une rationalisation de dépenses. Et la meilleure façon de rationaliser les dépenses chez nous, c'est évidemment limiter au strict minimum les dépenses en mode d'urgence, parce qu'on sait que c'est là où il y a tous les désordres. Mais que l'IGF soit associé, je pense que par rapport à tout ce que Gilles Alinguette nous a prouvé, par rapport à tout ce que Gilles... parce qu'évidemment, je crois, chaque fois qu'on associe l'IGF, c'est pour renforcer la mobilisation. En fait, dans l'imaginaire collectif, chaque fois qu'on parle l'IGF, les gens ont un peu peur. Je crois peut-être que c'est cette peur-là qu'on veut peut-être inculquer. Et donc pour vous, quand on parle de la réduction du train de vie dans les chefs de ceux qui gèrent nos fonds publics, l'IGF permettra juste de renforcer la mobilisation. En fait, l'IGF... En serrant un peu la ceinture. Non, pas forcément. Non. Parce qu'il y a déjà tout un dispositif qui est là. En fait, l'IGF... Quel sera son rôle, justement, puisqu'on en parle. L'IGF est associé dans cette affaire comme consultant. C'est pas à l'IGF... Oui, pour faire quoi? C'est pas à l'IGF de pas à l'IGF de valider les recettes, c'est pas non plus à l'IGF de valider les dépenses. Je vous ai dit tantôt, quand je répondais à votre question, que les affectations budgétaires sont inscrites dans la loi budgétaire. Et le budget, c'est une loi. Oui. C'est-à-dire on ne peut pas, en se réveillant du jour au lendemain, dire que non, voilà, on va changer ce qui était destiné à Gardi. Si c'était 1000 $, j'ai dit, Gardi n'aura plus de 1000 $, il aura 600, non. Il faut revoir la loi des finances. La loi. Il faut revoir. C'est qu'il y a des préalables qu'il faut vider. Ouais. S'il faut réorganiser les affectations au niveau du budget de l'État, il faut certainement arriver à une option d'un collectif budgétaire. C'est pourquoi je disais, pour être prudent, comme je n'ai pas encore les conclusions de la commission, c'est une commission, Amédée l'a dit tout à l'heure, le Conseil des ministres a donné 72 heures au gouvernement pour lui proposer les pistes à explorer. Oui, pour arriver à ce projet. C'est-à-dire, ça devait être discuté hier dans le Conseil des ministres. Ça a été discuté. Comme on n'a pas encore le compte rendu, je suis sûr qu'ils ont certainement proposé pas encore. de voir explorer. Mais en attendant d'arriver peut-être à cette conclusion-là, moi, je ne crains pas que l'IGF fasse ombrage à quoi que ce soit. Je considère qu'il vient en tant que consultant, parce qu'il n'a pas interféré dans la chaîne des dépenses, il n'a pas non plus interféré dans le fonctionnement des régies financières. Il est là comme consultant extérieur, choisi par le gouvernement pour l'aider à réaliser cette affaire-là. Gardi Diana, où est-ce que ça dérange faire participer l'inspection générale des finances? Je crois que dans la plupart des cas, quand on parle ici des questions de dépenses, par exemple, on a parlé souvent de dépassement budgétaire. On a souvent parlé de cette manque de rationalisation dans les dépenses. On parle de réduction de train de vie. Je serais d'accord aujourd'hui qu'au-delà de la peur que Faustin Koudiassala évoque, le problème c'est que si vous interrogez beaucoup des entreprises publiques, on vous dira que l'IGF a l'habitude aussi parfois de dépasser ses fonctions, de pouvoir asphyxier les options, encore les dépenses de certaines sociétés, des avis parfois non conformes, des avis parfois qui ne devraient pas arriver quand il le faut. Mais moi, je pense que dans ces contextes ici, rien que pour des raisons de contrôle et d'orthodoxie, je vois aucun inconvénient. La question, c'est que, est-ce que c'est le moment maintenant? Autant que le Parlement est en session extraordinaire pour attendre justement le travail de la commission interministérielle pour ce correctif budgétaire, autant qu'on peut déjà mettre l'IGF en musique, question d'attendre le moment opportun pour pouvoir faire un travail convenable. Mais dans le fond, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'IGF est une institution importante. Puisqu'on parle de réduction des trains de vie, il faut mettre en place, en amont et en aval, toutes les batteries pour se donner la chance de pouvoir exécuter les dépenses convenablement et éviter les dépenses superflues. Donc pour moi, jusque-là, je ne vois rien. Si c'est plutôt un conseil à donner à l'IGF d'éviter parfois le tape-œil comme on a l'habitude de le faire, ce n'est pas une occasion de donner encore à l'IGF de pouvoir bomber les torses, aller dépasser ses fonctions, comme il avait pris l'habitude de le faire à un certain moment. Mais dans le fond, moi... Ça va au-delà du contrôle? Non, oui, mais bon, en fait, à votre avis? Il a parfois l'habitude d'aller au-delà. On l'a vu ici. Mais ici, il va quand même contrôler ce qui sera déboursé pour soutenir ses efforts de guerre. Donc, il est dans ses attributions. Je suis partagé dans mon avis. Ouais. Je vous ai dit, le problème, c'est qu'il ne faut pas saisir l'opportunité pour montrer ses biceps et encore faire du folklore comme c'était autrefois, mais dans le fond, moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas, dans la mesure où c'est une institution de contrôle. Moi, je voulais souligner quelque chose. Je crois que Gardi l'a effleuré tout à l'heure là. C'est-à-dire,
il faut qu'on lève un peu certains équivoques sur certains concepts. C'est-à-dire, il faut que nous arrivions à comprendre que dans le contexte qui est le nôtre, on n'a pas un budget de la guerre. C'est-à-dire, le budget qui est le nôtre, c'est le seul qui a été adopté au Parlement. C'est-à-dire, quand vous dites par exemple que l'IGF va interférer, valider les dépenses, ainsi de suite, vous donnez l'impression que c'est comme si on aurait un autre budget totalement consacré à la guerre. Non, on n'a qu'un seul budget qui est le budget de l'État. Maintenant, il faut faire des arbitrages à l'intérieur. En fait, la réduction du train de vie de l'État, c'est on appelle le gouvernement qui exécute le budget adopté au Parlement à faire des arbitrages au niveau des affectations. De revoir les dépenses. Or, pour revoir les affectations, il faut, logiquement, il faut se référer au Parlement. Et je pense que par rapport à la session extraordinaire qui vient de se clôturer, je ne sais pas si c'est clôturé déjà. Non, ils ne peuvent pas clôturer. Bien, si. Certainement qu'ils ont pris des options de façon à autoriser le gouvernement à faire ces arbitrages. Et je crois que c'est ce qui a entre autres motivé la convocation de cette session extraordinaire. Parce que le gouvernement ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et dire non, ce qui a été affecté à tel, je l'ampute, je le donne à tel autre. Non, parce que c'est une loi. Très bien. En fait, ce que moi je pense, c'est que le plus important à l'ère actuelle, c'est la volonté politique du gouvernement. Puisque le président de la République a instruit le gouvernement de voir dans quelle mesure procéder à cette réduction, mais il n'a pas donné des repères. Mais au fait, tout le monde attend voir jusqu'où peut aller cette volonté du gouvernement. Est-ce qu'on va réduire les trains de vie de 10%, de 20%, de 50%? Est-ce que ça sera suffisamment nécessaire pour faire face aux besoins? Moi, j'ai fait un papier la semaine passée pour dire que si on fait un travail rigoureux, la réduction du train de vie des institutions devrait dégager au minimum 1 milliard de dollars. Maintenant, on attend voir ce que le gouvernement va faire. Est-ce que 1 milliard en touchant où exactement? En touchant sur les fonctionnements des institutions. Ouais. En touchant seulement le fonctionnement des institutions. Oui. On a parlé de la rémunération aussi. Non, pas la Bon. rémunération. Voilà. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que si le gouvernement fait vraiment un travail rigoureux, c'est au minimum 1 milliard de dollars à dégager de cette réduction du train de vie. Donc, on attend voir... Les 1 milliard dont vous parlez, c'est pour une année. Mensuellement Pour une ou année, annuellement? pour toute l'année. Pour toute l'année. Donc, c'est là que nous attendons. Et même, je pense que les autres, que ce soit les secteurs privés et tout, dès lors qu'ils verront que les instances publiques, c'est-à-dire les gouvernements, ils montrent cette volonté-là de dégager suffisamment de fonds pour faire face à la guerre, je crois que les autres, ils pourront aussi mettre la main à la poche. Chungu, moi, l'autre élément que je considère qui pourrait peut-être être la raison qui nous traîne en longueur sur cette question-là, c'est qu'il existe jusqu'à preuve du contraire les données des différentes conférences budgétaires tenues avant la composition du budget. La commission interministérielle, avec, j'ai envie de dire, le tableau de bord devant lui, ne devrait pas traîner pour pouvoir faire ce travail. Parce que la plupart des dépenses et des orientations sont bien connues, bien dressées. Je pense, à mon sens, que l'erreur qu'on est en train de commettre ici, c'est faire intervenir le ministre sectoriel dans l'arbitrage de certaines dépenses. Ces gens-là vont nous tirer en longueur et ne vont pas être en phase avec les objectifs tels que voulus par le gouvernement. C'est pour ça que les choses s'enlisent. Exactement. À mon sens, je pense qu'il faut que ça soit une décision prise. C'est vrai, je me rends compte de la difficulté de voir un ministre sectoriel, voir en fonction de ses prévisions, voir décide d'amputer certaines orientations. J'ai dit pas sans son aval, mais je crois qu'il faut être intransigeant. Il faut être intransigeant parce qu'il ne faut pas laisser la liberté à ces gens de décider qu'est-ce qui est où il faut couper. On passera de temps ici sans oui, même si on coupait dans certains secteurs, il arrive 2 fois, on termine, je dirais, une année budgétaire où la loi portant sur le budget, sans que le montant, par exemple, attribué à un secteur, soit je dirais, utilisé ou soit exécuté en quelque sorte convenablement. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de dépassements budgétaires dans certaines institutions, on est obligé de recourir dans d'autres secteurs pour puiser. Moi, je me rappelle à l'époque, il y a des secteurs comme le PST où les budgets étaient pratiquement déjà fini sans être, je dirais, affecté au secteur. Exécuté. Donc voilà. On consommait son budget. C'est des réalités internes qu'on nous dit. Nous sommes dans un pays où le respect de la loi des finances pose problème. Est-ce qu'il sera possible, à vous contredisez un peu, hein, est-ce qu'il sera possible
Non, mais je ne comprends de pas, je suis réduire. juste Est-ce qu'il sera dans ce que possible, je la dis. question Mais qui lui-même arrive, a dit que est-ce qu'il le sera, dépassement budgétaire est-ce qu'il sera n'était pas possible de une infraction. réduire le train de vie des institutions tenant compte de cette réalité, puisque déjà la loi des finances n'est pas respectée. Mais justement, en fait, Comment vous allez le faire? Je vais vous expliquer différemment ce que j'ai dit pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de contradiction. Vous pouvez d'abord répondre à la Si question. je réponds à la posée. question, Ouais. dans ma question, vous avez la réponse. Ouais. C'est une pierre pour deux. En fait, s'il y a de marge à dégager maintenant, c'est commencer d'abord par respecter la programmation financière. C'est généralement notre première maladie. Et après, commençons d'abord par quelles sont les institutions budgétaires. Je crois que ça, c'est Amédée qui l'a évoqué lors de l'émission précédente. Dès lors qu'on sait réduire déjà les institutions qui sont extrêmement budgétivores, on aura de marge. C'est alors que pour des raisons d'équité, on Assemblée nationale. pourra aller voir les autres. Il existe, heureusement, Edmond cite les PC ici, il y a des ministères qui, jusqu'à la fin, n'exécutent leur budget qu'à parfois à 30 à 40%. Mais Et le eux-là, reste- ceux-là et le seront aussi mais frappés maintenant, par la si réduction. vous mettez ces ministères-là sur un même sur un piédestal, ça veut dire qu'on part un peu dans un déséquilibre. Je crois que la justesse voudrait à ce qu'on commence par où on consomme les plus, qu'est-ce qu'il faut couper, identifier, ouais. et ce n'est qu'après on pourra passer à autre chose. C'est là où je dis, puisque le premier problème, c'est faire respecter la programmation financière, il y a pertinence de pouvoir accentuer le contrôle en consultant, comme Faustin Kodiessal le dit, pour veiller à ce qu'on n'aille pas dans les dépassements inutiles. Dès lors qu'on sait respecter les dépenses comme convenu, c'est alors qu'on pourra réussir la suite. On ne peut pas, parce que l'exemple encore pour chuter, il est possible de dire, écoute, on réduit les budgets de l'Assemblée nationale des 40%, mais que cette Assemblée nationale, qu'il y a toujours des raisons, des invisibles à gauche, à droite, pour des raisons qu'on ignore, exécute au-delà de ça. Le problème n'est pas le target qu'on fixe, le problème c'est respecter le target. C'est à ce niveau-là qu'il faut multiplier, je dis, le contrôle, et d'où moi je trouve la pertinence de pouvoir impliquer certains organes, et moi je pense que Notamment l'IGF. à un moment donné, il faut mettre une pile de batterie et il faut un peu taper un peu aussi sur la Cour de compte, qui soit un peu plus regardant aussi à ce niveau-là. Oui, Guichon, je pense que votre question vous dit le respect de l'exécution du budget. Mais c'est ça La maladie la maladie de ce pays, au fait. Tenez par exemple, puisque c'est le seul rapport qui est le plus récent, la reddition des comptes de l'exercice 2023. 51% de dépenses du budget de l'année 2023, 51% de dépenses ont été exécutées en dehors de la chaîne de la dépense. En urgence. Non, en dehors de la chaîne En dehors de la chaîne. En dehors de la chaîne de Justement, en urgence, ça passe. Oui. En procédure d'urgence. Exact. non. L'urgence, c'est une autre procédure. Voilà. Urgence, C'est-à-dire quoi? c'est passé par la chaîne. En absolu, ça veut dire que c'est plus de 5 milliards de dollars qui ont été décaissés de la Banque Sans centrale traçabilité. sans qu'il y ait des documents justificatifs. Tu t'imagines un peu la calamité Et ça, financière. c'est en 2023. Ça, c'est l'exercice de l'année 2023. Ça, c'est les rapports de reddition des comptes de la Cour des comptes officiels. 51% de besoins de dépenses budgétaires exécutées en dehors de la chaîne de la dépense. Donc, c'est là le challenge, il est là, en fait. C'est-à-dire que la première des choses, puisque aujourd'hui nous sommes arrivés à un moment crucial où nous devons optimiser l'utilisation des ressources financières, et donc il faut nécessairement respecter la chaîne de la dépense. C'est-à-dire que l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement avant qu'il y ait paiement, c'est primordial. Puisque si on ne le fait pas, même pendant ces temps de guerre, mais les détournements vont continuer, la surfacturation et autres. Donc je pense qu'en tout cas, ici, il faut interpeller le gouvernement. Et heureusement que cette année, le projet Sigma devait entrer aussi en exécution, hein, le système informatisé de passation de marché, qui est piloté par la primature, parce que la corruption commence par là. Parce que quand il y a de marchés de gré à gré qui ne passent pas dans les processus normaux de passation des marchés et tout, et voilà. Donc, le premier challenge, c'est celui-là. C'est piraté, ne nous en faites pas. Il ne faudrait pas. Alors, en tout cas. j'aimerais qu'on Est-ce que je peux dire un mot, juste un En petit tout mot. cas, ça sera le tout Juste un dernier mot avant de prendre le deuxième conclure sujet. ce chapitre. Vous savez, Guy, moi, je voudrais, au-delà de tout ce qui a été dit ici, moi, je voudrais juste revenir sur un point. Vous savez, quand vous gérez un État, il faut éviter le plus possible les effets d'annonce.
Les effets d'annonce, c'est-à-dire ce qui a été fait aujourd'hui avec le projet de réduction de l'État, c'est-à-dire on a annoncé quelque chose, maintenant c'est au gouvernement de s'adapter. C'est ça le problème. C'est un peu ce qui s'est passé avec les mesures urgentes là, sur les réductions de prix. On a annoncé, et puis on s'est rendu compte que non, on ne sait pas l'exécuter directement. Il faut qu'on s'assoie autour d'une table, voir dans quelle mesure ça a pris du temps. Et c'est exactement ce qui se passe avec la réduction de train de vie de l'État. Parce que je rappelle toujours que le budget, c'est une loi. Et vous ne pouvez pas vous réveiller du jour au lendemain, même si vous étiez président de la République, vous décidez de la changer. Non. Il y a une procédure à respecter. Maintenant, il se fait que le président a annoncé sans que les préalables ne soient réunis. Maintenant, c'est au gouvernement de réunir toute la machine pour arriver à réaliser les vœux du président de la République. C'est là où nous nous trouvons maintenant. Parce que quand vous dites non, on va réduire les trains de vie de l'État, cela ne veut pas dire que celui à qui j'ai affecté 1000, je dois lui donner 500. C'est une violation de la loi. Il faut revoir la loi. Donc il faut revoir. Oui. Maintenant, c'est le travail que le gouvernement est en train de faire avec la commission interministérielle pour rejoindre les vœux exprimés par les chefs de l'État. Voilà, c'est comme si quelque part on avait mis la charrue devant le bœuf. Voilà pourquoi il y a, un temps vide quand on annonce et quand on exécute et peut-être pas. Moi, je pense qu'il fallait d'abord commencer à analyser. Il faut faire précéder les annonces par des études de fond. Et malheureusement, les études, ça vient après. Maintenant, vous allez voir, moi, je pense que ça deviendra très compliqué. Les éléments, c'est question de volonté. On va créer encore des commissions qui vont couper de la... Mais ça se justifie aussi par l'urgence. Bon, justement, la situation actuelle, et quand le chef de l'État le dit, peut-être l'excuse. Il sait que les chefs de l'État, on n'a pas besoin de beaucoup d'études, papa. On a commencé par une conférence budgétaire où chacun présentait ses moyens, on a fini par trouver un compromis sur un budget. Aujourd'hui, il y a encore des marges. On est en février. Il y a des dépenses, par exemple. En fait, prenons un exemple. Je vais revenir sur ce que j'ai dit. Est-ce que pour couper Sensa, vous avez besoin de beaucoup de travail? Est-ce que pour couper le Conseil économique et social, vous avez besoin de beaucoup de travail? Mais vous allez le couper sur quelle base? Sur base de la loi. Commencez par là. Il faut faire voter. C'est pourquoi j'ai dit il faut la proposer. Est-ce que pour ça, on a besoin de commencer par là? Alors, on va quand même prendre notre deuxième sujet qui nous ramène dans un débat des chiffres. On parle de la production minière, un rapport statistique de 2024. Je vais commencer par vous, Faustin. Comment avez-vous apprécié ce rapport 2024 ? 2024 sur les mines. Sur les mines, oui. Bon, il y a de quoi espérer, il y a une hausse de production. C'est vrai qu'il faut peut-être s'en féliciter parce que vous savez, notre économie est essentiellement portée par le secteur minier. C'est à peu près à 70%. Mais là où peut-être ça soulève certaines questions, c'est quand vous analysez les statistiques. C'est vrai, les statistiques là viennent, ce sont des statistiques officielles. Ça vient du ministère des Mines. Quand on vous dit on a produit plus de 3 millions de tonnes de cuivre en 2024, ce qui nous place aujourd'hui comme deuxième producteur mondial du cuivre, et qu'en cobalt, on est presque, on gère presque 60% de la demande mondiale, sans compter l'or qui est en os, qui est presque en flèche. Mais le problème, c'est que par rapport à tous ces beaux chiffres-là, on ne les sent pas au niveau de notre budget. Parce que s'il faut faire un petit calcul, simple calcul là, c'est-à-dire par rapport au cuivre par exemple, quand on vous dit que vous avez produit plus de 3 millions, avec une tonne de cuivre qui s'est négociée en moyenne, prenons une moyenne de 8500 par exemple. Non, c'est 9000. Non, je prends une moyenne, parce que pour toute l'année, je prends 8500. C'est-à-dire quand vous faites les calculs, on suppose que tous ces miniers-là, ils ont engagé comme revenu plus de 25 milliards. Exactement. Et quand vous prenez comme le cobalt... Qu'est-ce qui a été déversé? Justement, c'est là où j'arrive. Quand vous prenez comme le cobalt, on nous a présenté une statistique de 198 000 tonnes de cobalt. Et si vous prenez c'est-à-dire comme moyenne pour le coût de cobalt, prenons 23 000. Vous avez quelque chose comme 5 à 6 milliards. Et même pour l'or, c'est vrai que c'est seulement Kibali qui réalise ça. Mais déjà, quand vous dites que Kibali a fait 26 tonnes d'or, 26 tonnes d'or pour l'année 2024, si vous prenez même les prix moyens de l'once d'or, peut-être à $2 000, vous êtes au-delà de 3 milliards. Disons au-delà de 2 milliards. Si vous faites le calcul, tous ces miniers-là, ne serait-ce que pour le secteur cuivre, cobalt et or, ils ont réalisé des revenus d'environ 35 milliards. Et qu'est-ce que l'État a encaissé? Mais qu'est-ce qui justifie que malgré... Qu'est-ce que l'État a encaissé en retour? En fait, la grande question aujourd'hui, on revient toujours à ce qu'on a toujours dit. Notre malheur dans le secteur minier vient du démantèlement de la Gécamine.
Vous vous rappelez, quand la Gécamine était la seule à produire du cuivre et du cobalt dans les Katanga, il contribuait au budget de l'État en raison de 70%. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, alors que la Gécamine ne réalisait que 400 à 500 000 tonnes, mais aujourd'hui on réalise plus de 3 millions de tonnes, mais la contribution dans le budget de l'État est dérisoire. Gardi Diana, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui, malgré cette richesse léguée par l'ancien régime, je parle du code minier, les caisses de l'État n'arrivent toujours pas à tirer dividendes sur toutes ces productions. On parle de plus de 35 milliards qui se sont presque volatilisés sans qu'on ait, je ne sais pas, peut-être que ça ne soit pas très dit clairement ou élucidé. Qu'est-ce qui explique cela? Puisque vous vous reposez sur le code minier, je vous dirais qu'on en tire profit aujourd'hui. Faites les calculs depuis l'entrée en vigueur de ces codes miniers jusqu'à aujourd'hui, vous verrez qu'on encaisse un peu plus. Le problème n'est pas à ces niveaux-là. C'est vrai que dans l'applicabilité, il y a eu quelques difficultés dès le départ, mais dans les embellis, il y a certains qui nous parlaient aujourd'hui. Si on est arrivé aujourd'hui à être capable de mobiliser suffisamment, si aujourd'hui les budgets doublent un peu, c'est parce que dans notre esprit de rente, on cueille un peu plus sur ces questions-là. Mais le plus grand problème n'est pas à ces niveaux-là. Quand vous parlez de caisse de l'État, moi, le problème, c'est la meilleure façon pour nous de profiter du secteur minier, c'est de pouvoir savoir établir une chaîne de valeur. Il n'y a pas meilleur, on ne le dira jamais assez. De lors qu'aujourd'hui, on est, c'est vrai, pourvoyeur sur certaines matières comme le coltan et autres, mais que le marché est piloté entre les mains de deux autres et que nous-mêmes, on ne sait pas créer des marchés auxiliaires de ces ressources minières en interne, on est dépendant. C'est dès par la nature de l'État congolais. C'est-à-dire on assure la transformation pour vous? Justement, le fait qu'on s'est contenté, on est dans cet esprit de rente, nous c'est la cueillette en fait. On y va et puis on exporte et puis en termes de dividendes on en tire. On ne peut pas exiger plus. On ne peut pas exiger plus. Est-ce que c'est de la faute des autres? Je ne pense pas. Le problème, la responsabilité. Et donc la position de la RDC aujourd'hui n'a besoin, au fait, n'a droit qu'à de miettes. Si on veut suffisamment profiter de nos ressources, papa, changeons de paradigme, évoluons, allons un peu plus loin. On ne peut pas espérer faire la même chose et avoir des résultats différents. C'est la définition de la folie. C'est ça notre plus grand. Est-ce que la Gécamine, la relance de la Gécamine peut changer la donne? Mais pourquoi ça traîne cette relance-là? Dans le 3 millions 100 000 tonnes produites, de cuivre produites en 2024, je n'ai pas les chiffres de la Gécamine, mais je sais que la Gécamine produit tout. Le volume de production de la Gécamine par rapport au reste des opérateurs miniers, c'est 0,3%. C'est-à-dire que, par exemple, les chiffres que j'ai en tête, c'est ceux de 2023. En 2023, nous avons produit 2 800 000 tonnes de cuivre et la Gécamine n'a produit qu'autour de 6 000 kilos, 6 000 tonnes. 6 000 tonnes. C'est 0,3%. C'est ça. En fait, la Gécamine, faible. C'est très faible. Mais pourquoi? Parce que justement, nous n'avons pas investi dans l'outil de production. Je me souviens, il y a quelques mois, les comités de gestion étaient ici à Kinshasa. Ils ont rencontré la Première ministre et la principale revendication, c'était qu'ils plaidaient pour que les dividendes, les royalties que la Gécamine réalise puissent être réinvestis dans l'outil de production. C'était ça leur plaidoyer. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que tout ce que la Gécamine réalise comme revenu, ça rentre dans le budget de l'État et ça se noie là-bas. On n'investit rien dans la production. C'est ce qui fait que la production de la Gécamine est marginale jusqu'à aujourd'hui. 6 000 tonnes, pendant que les autres produisent plus de 3 millions de tonnes. C'est inexistant. Écoutez. Et encore que c'est le meilleur producteur de Voilà. Et pourquoi justement on n'investit pas dans l'outil de production? C'est ça le seul péché du Congo. C'est notamment ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas ambitieux. On n'a pas d'ambition, on n'a pas de vision, et voilà. Il n'y a pas que le dividende. Je l'ai toujours dit ici, le marché des bons et obligations du Trésor. En 2024, nous avons levé sur le marché local 1,6 milliard de dollars américains, ici, sur le marché local. Où est-ce que l'État, où est-ce que le gouvernement a investi cet argent? Nulle part. Les efforts de guerre. Nulle part. Nulle part. C'est ça le problème. C'est-à-dire, il n'y a pas de vision, on n'est pas assez ambitieux pour nous donner les moyens de produire aussi. Si, dans ce volume de production, nous produisions même 1 million de tonnes, mais nous serions à mesure d'engager quelque chose. Un rapport de prestige pour vous?
Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il y a des fuites quelque part, parce que si l'argent ne bénéficie pas à l'État, ça veut dire que ça va quelque part. Non, ça bénéficie à l'État. On parvient à capter plus ou moins 5 milliards de dollars de manière dérisoire. du secteur minier. Oui, mais justement, De mais manière quand dérisoire. on essaie de comparer cet argent, après, Ce qui sort et ce je vais qui reste. prendre l'analyse de Faustin, et ce qui est vendu à l'extérieur, on peut faire la comparaison pour voir que le pays gagne moins, parce qu'en réalité, on devrait gagner plus. Et Amédée estime qu'avec la GECAMIN, on pourrait ça pourrait être directement profitable à l'État congolais. Mais d'abord, si nous avons nous-mêmes, je dirais l'État, on n'est pas conscient de ces productions et de cette rentabilité, ça veut dire que ça ne pourra jamais nous être profitable, parce que les organes de contrôle qu'on a placés ne font pas réellement leur travail, et que l'argent trouve d'autres fuites où il va se reposer peut-être dans le poche des individus. Comment comprendre cette contradiction et par rapport à la réalité sur place? Très bien. Ce n'est même pas voilà. un problème des organes de contrôle. Moi, j'ai dit, c'est juste une question de la volonté politique. Point barre. L'année passée, on a appris que le président de la République voulait La inviter- volonté politique, il y en a eu avec la production de ce code minier qui structure La un peu les volonté choses. d'investir Ça, c'est que dans la loi- C'est la une loi volonté connexion, ce n'est que politique. le moyen d'encadrement. C'est une volonté politique. Les codes, Oui. c'est Ce pas, n'est qu'un il moyen faut investir, d'encadrement. il faut des Faut moyens. investir. Que ce soit Sicomine et autres, toutes ces entreprises qui sont dans les Katanga, ils ont investi des milliards. Ce que nous n'investissons pas dans la GECAMIN. Je disais que On a l'année laissé la passée, prédation quand privée, vous le président de la République a fait les tours au Kassai et tout, il a promis d'injecter 50 millions de dollars dans l'AMIBA. Mais 50 millions, c'est quoi? Le plan de relance de l'AMIBA, c'est à peine 450 millions de dollars. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons levé sur le marché local ici 1 milliard 600 millions de dollars l'année passée. Mais Ça pourquoi pouvait ne pas relancer- investir 450 millions de dollars dans l'AMIBA et relancer totalement cette entreprise? C'est une question de volonté politique, tout simplement. Très bien. Faustin. Dis, moi, je voulais. Bon, peut-être je répondais à la question en premier, malheureusement, Ouais, passer à J'aime la pédagogie qui vient avant. Voilà. Allez-y. Ah, moi, je voudrais souligner un certain nombre de contrastes. C'est vrai que c'est révoltant, comme Amédée l'a dit, et puis Izouba a appuyé. Mais ce qu'il y a comme contraste, moi, je voudrais qu'on insiste sur ce point-là. Ce qu'il y a comme contraste, c'est que comment pouvez-vous comprendre que vous avez un pays dont l'économie dépend essentiellement d'un secteur qui est entre les mains des étrangers? Ça n'a aucun sens. Parce qu'on parle de 3 millions de cuivres réalisés pour l'année 2024. Qui l'ont fait? 3 millions de tonnes. Qui l'ont réalisé? Les étrangers. C'est la Sicomine, qui est chinois. C'est Jinjin Mining, qui est chinois. C'est Glencore, qui est suisse. Et c'est Ivanoé, qui est canadien. La GECAMIN, Amédée l'a dit, c'est dérisoire. Mais dites-vous que toute notre croissance économique est confiée entre les mains des étrangers. Ce sont eux qui tiennent en main notre économie. En fait, on n'a pas de souveraineté. Ils peuvent se réveiller un jour comme ça et Décider de S'ils ne bloquer la produisent pas, production. si ne produisent pas, nous sommes Ils ont le droit de veto. donc nous sommes totalement désemparés. C'est pourquoi je disais, il faut se poser la question sur Comment le contrôler comment en en termes de est-on arrivé solution? là. Ouais, ouais. Comment en est-on arrivé là? C'est vrai que bon, c'est le passé, on peut toujours interroger le passé pour bien voir l'avenir. Mais notre grand malheur, c'était le démantèlement de la GECAMIN. C'était une mauvaise décision, parce que même Mobutu ne l'a jamais fait. Il n'avait même pas imaginé ça. Et Kabila est venu, il l'a fait. Kabila, le fils, évidemment. C'est vrai qu'après, il y a Albert Youma, qui était le PCA à la GECAMIN. Il a essayé un peu de se racheter en renégociant certains accords et partenariats compris à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, c'est fait que, parce que quand on vous présente les chiffres, je m'étais attardé sur les chiffres. J'ai dit, comment expliquer que des miniers qui réalisent pour une seule année une moyenne de 35 milliards et l'État n'en perçoit que 5 milliards? C'est dérisoire. C'est dérisoire. Aujourd'hui, on est au niveau du budget 2025. L'État prévoit de ponctionner dans le secteur minier à peu près 16 milliards. Mais si on doit rester dans la même logique, c'est pratiquement irréalisable. Parce que si on prend ne serait-ce qu'en termes de pression fiscale, on dit notre pression fiscale est de entre 15 et 16%. Si des gens qui réalisent 35 milliards, par exemple, c'est qu'au strict minimum, vous ne pouvez percevoir qu'entre 5 et 6 milliards. Par quelle magie notre gouvernement va ponctionner pour cette année 16 milliards dans le secteur minier?
un secteur qui échappe totalement à son contrôle. C'est pourquoi je reviens sur ce qu'Amida a souligné. Il faut qu'on se réorganise. Très bien. Il faut qu'on se réapproprie notre destin, pas seulement politique, parce qu'on en parle aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme gag d'agression, mais il faut qu'on se réapproprie aussi notre destin économique. Très bien. Une de voix, c'est sorties. que, en fait, là, l'industrie qui est implantée en RDC, c'est une industrie d'extraction. Et c'est les segments à faible valeur ajoutée. Si on voulait gagner plus, la Gécamine a commencé le traitement de manganèse. Et les rapports, c'est quoi? C'est que le manganèse produit brut et le manganèse traité, c'est 5 fois plus de valeur. C'est-à-dire que sur une tonne qui pouvait, brute, qui pouvait juste générer quelque chose comme 500 000 $, mais si vous traitez ça, vous générez 2 millions de $. C'est là qu'il faut aller. C'est-à-dire que commençons petit à traiter nos matières. Et puis il y a aussi un problème dit qu'on ne soulève pas souvent. Dans tous les partenariats, que ce soit Sycomine, Glencore, Gigine, tous ces partenariats, l'État congolais est représenté par la Gécamine. Tous ces dividendes-là, ils vont où? On n'en parle pas parce que quand on dit qu'on a prélevé 5 milliards dans le secteur minier, ce n'est pas en termes de dividendes, c'est en termes de droits, des impôts et taxes. Mais les dividendes vont où? Les royalties qui doivent normalement revenir à l'État congolais via la Gécamine. Vous mettez le doigt dans la boîte de Pandore. Alors, les problèmes de royalties et tout ce qui va avec, c'est justement l'économie irréelle qui entretient le pouvoir à gauche, à droite. Ça, c'est une vérité, il ne faudra pas se cacher. Non, c'est toute cette la question, c'est, en fait, vous savez, quand vous parlez... Est-ce que l'IGF a également vocation de poursuivre ces royalties, parce que vous en parlez? Il l'a tenté une fois. En fait, une question, j'aurais bien voulu entendre la réponse à la place. Je veux répondre. Déjà que, maintenant là, sur le grand contrat qu'on nous a chanté, la révision du contrat chinois avec le 7 milliards, il y a beaucoup d'éléments de fausseté en interne. Dans les calculs de ratio aujourd'hui, l'équilibre entre le gain de la RDC et les intérêts de la partie chinoise restait toujours déséquilibré. Demain, je mettrai sur la place publique un article avec la dénonciation d'un membre qui, en fait, un des négociants de la partie RD congolaise sur ces contrats-là. Donc, en gros, une fois de plus, on s'est fait duper. Une grosse arnaque. On s'est fait duper, mais intelligemment. C'est pourquoi, quand vous avez posé la question, j'ai beaucoup rigolé, en fait. L'IGF a déjà tenté dans ces histoires-là, mais ils vont... En fait, le problème est profond, Guichungu. Heureusement qu'Amédée est revenu sur certains éléments. Et ça va au-delà d'une volonté politique. L'intelligence économique évoquée il y a longtemps par Faustin Kodiassala, c'est que si vous pensez qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le moyen, c'est comme j'ai dit, avec le peu que vous avez, trouvez un moyen de vous adapter à intervenir dans la chaîne de production. Le secteur de traitement peut être un secteur bénéfique et profitable à la RDC, déjà que dans la consommation de la plupart de ces produits, l'État congolais, on a un marché pour ça aussi. Alors, nous allons prendre notre troisième et dernier sujet. Nous parlons de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ah ben oui, toutes les déclarations de mobilisation, de soutien, même déclarations faites par le chef de l'État qui demande à ce que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il faut à tout prix mettre la main à la pâte. Nous avons suivi Mukwege, docteur Mukwege, qui a répondu aux questions d'un média, je crois, et même participé aux grandes, oui, il a été aux grandes réflexions qui se tiennent. Comme invité au sommet. Et il a fait des recommandations, j'aimerais que nous puissions analyser, des recommandations qui touchent même aux sanctions économiques. Est-ce que c'est efficace selon vous, ce que propose Denis Mukwege? D'abord, je voulais commencer... Pour mettre à genoux le Rwanda. Oui, je voulais commencer par un petit conseil... surtout à nos amis qui sont dans les réseaux sociaux. C'est vrai, nous sommes pendant une période où l'émotion est tellement vive et chaque acte, chaque geste, chaque comportement est comptabilisé auprès de l'opinion. Je vois des critiques, je dirais, acerbes, des insultes, voire même des injures en l'endroit de nos autorités, tout simplement parce qu'ils proposent des dialogues, tout simplement parce que, par exemple, pour le cas de la Première ministre Judith Suminwa, le fait pour elle d'avoir salué, en fait pas tendu la main, salué le président Paul Kagame, et ça devient
sujet à polémique dans les réseaux sociaux. Pourtant, c'est un geste anodin. Et d'abord, en analysant le fait, ce n'est même pas elle qui a tendu la main à Paul Kagame, mais c'est Paul Kagame qui est allé vers elle. Donc, et puis sur le plan diplomatique, on ne peut pas, dans un cadre aussi comme ça, qui réunissait les chefs de l'État... C'est battre sans gants. Oui, un peu, c'est de faire les spectacles à la Les Mafia. incidents Ça veut dire, diplomatiques. voilà, les jours où je vois Paul Kagame, je vais le roser des Comme coups. le disait Gabriel Mokia, Voilà. que je Donc, salue en passant. Ça, c'est la jungle. Étant une dame, la Première ministre ne pouvait pas se comporter de la sorte. Alors, il y a aussi Vital Kamerhe qui a proposé le dialogue. Il a été insulté, accusé même auprès du chef de l'État, diabolisé. Et les gens estiment qu'il faut même le pendre. Ils vont un peu trop loin. Or, c'est vraiment, quelle que soit une question vitale. La nature qu'il faut adopter. Oui, la nature qu'il faut adopter pour ne pas tomber dans le jeu de l'ennemi. Justement, ceux qui font ces genres de critiques acerbes, des insultes, ils tombent dans le jeu de l'ennemi sans le savoir. J'entre pour Mukwege. Je suis dedans. Mukwege, justement, a intervenu, je dirais même une intervention magistrale, devant l'Union européenne, qui est aujourd'hui qualifiée de receleur. Parce que justement... À juste titre, il faut le dire. Pas qualifié. Qui est receleur? Qui est receleur? Voilà. Donc, qui se retrouve sous forme devant un dilemme. Oui, mais Quelle position prendre? Non, Bon, ce n'est pas un dilemme. Ce n'est même Il pas faut un annuler dilemme. cet Ce n'est accord-là. même pas un dilemme parce que ça choque. Ça choque Exactement. l'humanité Ouais. de voir une très grande institution comme ça se servir d'un recel. Ça veut dire le fait pour l'Union européenne d'aller acheter auprès d'un voleur que d'acheter auprès du fournisseur établi. Fidèle, le Oui, voleur. établi. Donc, ils se fidélisent auprès d'un voleur. Et ils achètent auprès de Paul Kagame, qui est donc le Rwanda, au lieu d'acheter en RDC. Et le matière que le Rwanda ne dispose pas. Et l'Union européenne est au courant que ces matières vendues au Rwanda proviennent de la RDC. Via le rapport des Voilà experts des pourquoi Nations Unies. Denis Mukwege n'a pas vraiment caché des mots pour dénoncer ces financements de l'horreur. Parce qu'en réalité, on achète des minéraux de sang. Et l'Union européenne ne peut jamais se prétendre être fière avec cette posture. Donc, il a demandé des sanctions économiques vis-à-vis du Rwanda, notamment en coupant cet accord, ce partenariat d'achat qui a démarré. C'est quand même pas la porte à côté. Qui a démarré depuis janvier 2024. L'Union européenne verse des millions et des millions. Et on comprend aujourd'hui que le minerai de sang est servi à l'échelle mondiale. Donc tout à l'heure, on parlait de nos minéraux qu'on donne auprès des entreprises privées qui détiennent au fait notre souveraineté économique. Mais vous avez même les minéraux volés à l'échelle mondiale et c'est tout le monde qui s'implique. Donc, du coup, il y a l'Union européenne, il y a notamment les États-Unis, il y a le Royaume-Uni. Très bien. Et Mukwege a demandé également la surveillance accrue, la transparence au niveau de la chaîne d'approvisionnement pour empêcher l'utilisation des minéraux de sang sur le marché mondial. C'est très important. On est en train d'acheter des choses, notamment vous avez la nouvelle technologie actuelle, le téléphone, le laptop et tout consort, mais vous avez également le véhicule électrique aujourd'hui qui fondent la transition énergétique, mais avec des matières volées. Ce n'est pas comme ça qu'on va développer l'humanité. Ce n'est pas comme ça qu'on va assurer la transformation énergétique de demain. Donc Mukwege a tapé de pain sur la table. Mais ce que j'ai salué de Mukwege, c'est que ce n'est pas Mukwege qui intervenait avec, je dirais, sa veste politique, son costume politique, mais c'est un Mukwege comme humanitaire qui a parlé. Il est retourné. Sa réalité est un peu, il a joué son rôle justement de ce prix Nobel qui lui a été décerné par l'humanité. Très bien. Alors, Gardi Diana, on a l'impression que la RDC va beaucoup plus chercher à l'extérieur qu'en étant elle-même conscient et prêcher même en prenant en compte notamment certaines mesures. Est-ce que ça doit nécessairement venir de l'extérieur pour que le Rwanda se régularise un tout petit peu? Je crois se que recadre. la plus grande force du Rwanda, c'est l'extérieur,
faut aller toucher là où il y a sa force. Mais permets-moi de remettre un élément de considération générale. Ce n'est pas que je suis dans le sens de ceux qui critiquent, on interpelle régulièrement, mais si le vice-ministre de la Défense qui prend part à un sommet est capable de refuser de se lever pour se tenir pour la photo de famille parce qu'il y a un représentant du Rwanda, ne pas saluer la main de Paul Kagame ne serait pas un scandale, à mon sens. Je peux te dire bonjour sans te saluer la main, dans le symbole. Si Kagame est venu vers elle, c'est parce que Kagame est dans une dynamique de communication. C'est de la com aussi. Il vient parce qu'il veut vous faire croire que moi et vous, on est en paix. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer à son jeu. Ça ne serait pas un scandale. Quand les gens critiquent, pour une fois, il faut le dire, c'est avec raison. Mettons-nous dans la posture de gens qui sont victimes et disons, si on est capable de les traiter de quelqu'un des démons sur un plateau TV5 Monde, pourquoi on refuserait de le saluer la main? Ce n'est pas la critique. À un moment donné, écoutons ces critiques-là, mettons-nous dans une bonne posture. Saluer la main, c'est juste remplir la stratégie des coms de Paul Kagame qui veut faire croire au monde et qui lance au monde que moi je n'ai pas un problème avec la RDC. C'est pourquoi il a fait ces mouvements-là. On a servi sur un plateau d'or une orientation de communication. Maintenant, est-ce que dans le fond, il faut aller chercher en interne? Je vais être aussi cash. Je crois que dans le contexte où on est, il faudra qu'on fasse ce qu'on attend des autres. Même si sur le discours de Mukwege, moi je suis d'accord qu'il est resté dans sa peau, c'est aujourd'hui une voix importante dans le monde scientifique et le monde sur l'espace international, une voix importante pour la RDC, même s'il est retourné à sa casquette après une sorte de déculotté pendant les élections, il a compris que la politique c'est un autre monde, mais maintenant j'aurais aimé que beaucoup emboîtent le pas. Seulement la question, dans ce que Mukwege exige, quels sont les moyens, les possibilités, probabilités que ça arrive comme ça? On a dit ici, l'Union européenne, c'est l'heure, on ne va pas se voiler la face. La guerre est la manière choisie par l'Union européenne et ses valets pour faire la politique chez nous, pour pouvoir s'approvisionner, continuer à maintenir les statu quo et autres. On ne va pas se le voiler. C'est vrai, on veut le changement, mais la grande question, et qui est la sous-question sur votre question, pourquoi on veut chercher ailleurs? Mais parce que la RDC, depuis toujours, a fondé le gros de sa stratégie sur la résolution de ces conflits dans les dynamiques diplomatiques et particulièrement sous-régionales. Les autres nous regardent de haut et ils les prennent avec beaucoup de distance. C'est leur affaire. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a discussion de manière claire, il faut que chaque responsabilité soit établie, qu'on se retrouve tous ensemble autour de la table. Il faut poser la question. Moi, j'ai déjà vu le représentant de l'Union européenne, c'était un peu dédié quand il a posé la question sur l'accord signé sur les matières stratégiques. Oh non, c'est vrai, vu le contexte, on n'aurait pas dit. Non, c'est pas ce qu'on attend. Vous avez tenu ça, quelques mois après, Rumba est tombé. Il faudra que vous nous disiez, c'est quoi votre responsabilité? Alors, à ce moment ici, il faut intégrer dans la chaîne des responsabilités tout le monde. On en a marre de se retrouver avec les petits États qui, aujourd'hui, on peut trouver. Qu'est-ce que le Congo n'a pas fait? Le Congo a dit, bon, écoutez, au niveau sous-régional, on va s'ouvrir à vous. On a permis même au Rwanda une décision qu'aucun Congolais n'accepterait, de venir exploiter de l'or ici. Raffiner de l'or. On leur a accordé. Mais malheureusement, ça ne pouvait pas arriver parce que, en fait, le prologue de la chose n'est pas au niveau sous-régional. Oui, mais lui, c'est un simple courtier. Non, justement, à ce moment, il faudra qu'on amène la question à un degré de responsabilité élevé. Et moi, je pense que c'est ce qu'il nous faut faire. Les considérations sous-régionales n'ont jamais marché. On connaît ce qu'on va le faire. On va les sortir autour d'une table. Ils vont vouloir nous dire, bon, écoutez, vous exigez ceci. Commencez par des sanctions. Et je pense que nous-mêmes, en tant qu'État, commençons par couper nos rapports économiques avec le Rwanda. Ça serait un peu plus responsable. Couper les rapports économiques avec le Rwanda en faisant quoi exactement? Fermer le frontière. Pour ne pas déranger non plus en fermant la frontière. La dépendance qu'il y a en fermant la frontière, on ne peut pas accepter à cause de fromage. Que les Rwandais envoient sa corps de militaires tuer nos frères et sœurs à Goma et puis ouvrir les frontières au même Rwanda qui vient nous vendre les saucisses, les fromages, la viande de bœuf. Non. Puisque nous exigeons... Ils prennent de l'or et le coltan. Voilà. Puisque nous exigeons au reste du monde de sanctionner les Rwandais, nous-mêmes, nous devons être très durs envers les Rwandais. Est-ce que vous savez que Rwandair continue à exploiter l'espace aérien de la RDC jusqu'aujourd'hui? Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Donc, moi, je suis pour les sanctions. En tout cas, d'abord en commençant par nous-mêmes et aussi par le reste du monde. Fermer les frontières. Il faut fermer les frontières. Mais ce que je dis, c'est que par rapport... Dans la fermeture de frontières, il y a risque. Vous fermez les frontières, en réalité, vous fermez de l'intérieur. C'est pas possible. Nous sommes un pays souverain. Le risque est minime. Le risque est minime. Mais les ciments... Les Rwandais, c'est 89 fois... Les Rwandais, c'est 89 fois la RDC. Vous construisez pendant la guerre. Nous avons suffisamment de terres pour produire ce qu'il faut pour nos populations. Donc, si on forme la frontière avec les Rwandais, il n'y a personne qui mourra de faim en RDC. Donc, moi, je dis,
À La Goma communauté aussi, vous allez tenir ce internationale, propos? Mais bien, la communauté Personne ne pourra de internationale est appelée à sanctionner. Il faut sanctionner les Rwandais parce que ce n'est pas acceptable qu'une communauté économique comme l'Union européenne puisse accepter d'acheter les minéraux qui sont volés dans un autre pays. Mais au finish, moi, je n'attends pas trop de cette communauté internationale. Moi, je regarde plus notre propre responsabilité. C'est pourquoi j'ai applaudi de deux mains la décision du président de la République de réduire le train de vie afin de soutenir l'armée. Parce que les jours que nous aurons une armée forte, dissuasive, puissante, personne n'osera envoyer ses soldats pour venir tuer nos populations. Très bien. Donc, c'est ça On finit avec... Le plus important, c'est de doter le pays d'une armée forte, dissuasive et à même de protéger toutes les richesses Quand que on a nous une avons. vocation de La puissance, communauté la internationale, priorité, c'est une c'est la communauté défense et l'armée. qui est biaisée à plus... voilà. Faustin, moi, je voudrais... ils ont proposé de fermer les barrières. Bon, c'est vrai que les amis ont Est-ce que c'est assez Je comprends, ils ont été représentatif? Non, c'est Est-ce que rationnel, il y a pas d'émotion est-ce que c'est dans ça. assez représentatif? Il n'y a pas d'émotion dans pour ça. mettre à genoux Moi, le je voudrais un peu Rwanda? ramener les débats sur Ouais, terre, au-delà des émotions, évidemment. Ouais. Fermer les frontières, mais Goma va crever de faim. Ah, C'est vous pas avez normal. entendu ça? Je crois, chez nous, on a... Le Burundi n'est je pas pense, en guerre contre les Rwandais, mais le Burundi a fermé ses frontières. Donnez-moi même le temps. contre les Rwandais. Donnez-moi Il ne faut même pas le dire temps. ça. Non, mais ça aussi, Nous c'est de l'émotion. construisons une économie de guerre. Ça aussi, c'est Si de nous l'émotion. dépendions du Le Rwanda, Burundi ne dépendait on pas peut du produire Rwanda. les mêmes produits sur la terre congolaise. J'espère Voilà. qu'on va arriver à fermer les frontières. On verra comment Goma va survivre. Allez-y. Ou peut-être le Nord Kivu. Ouais. Guy, moi, je crois... moi, j'aime toujours qu'on interroge plus le passé pour comprendre dans quelle situation nous nous trouvons. Je crois, chez nous, on a la manie d'oublier très vite. Vous savez, quand Sarkozy est président de la République en France, là-bas, il nous l'a dit dans un discours ouvertement, urbi et orbi, comme disent les catholiques, que la stabilité de la région des Grands Lacs passe par le partage des ressources, de gestion des ressources naturelles. Le monde, nous le savons, nous l'avons suivi. Et c'est la communauté internationale nous a donné sa recette. Ils disent, pour que vous retrouviez la paix dans cette région des Grands Lacs-là, il faut que Le vous... président Félix Lafille. Il faut que vous... Attendez que j'arrive. Ok. Et quand le docteur Mukwege, qui connaît bien les gens internationaux, parce que tous les discours de Mukwege se résument en un seul point. Ils disent que la guerre est économique. Et parce que la guerre est économique, pour affaiblir les Rwandais, il faut les frapper dans son portefeuille. Parce que si vous frappez les Rwandais dans son portefeuille et que vous frappez également ses parrains, vous verrez qu'ils vont vite se rétracter. Aujourd'hui, il y a quelques jours ici, on a organisé des marches, aller dans les ambassades, faire des bouquins à gauche et à droite. Mais supposons qu'aujourd'hui, nous boycottons peut-être des vols Air France. Nous boycottons des vols SN. Tout le monde va sur Ethiopian. Ça va jouer sur leur portefeuille. Ces parents-là, ils vont se ressaisir. Aujourd'hui, des pays comme le Rwanda et l'Ouganda, là, ils ont vite compris que leur prospérité, leur stabilité dépend du désordre qu'il y aura au Congo. Je prends l'exemple de l'Ouganda, que quelque part on blanchit en Kinshasa. Mais l'Ouganda aujourd'hui, il profite du désordre qu'il y a chez nous. Vous ne savez pas ce que son armée fait comme dégâts en Ituri. L'Ouganda aujourd'hui exploite la nappe pétrolière au niveau du lac Albert. Il en profite pleinement. Oui. C'est une nappe que nous profitons, que nous partageons entre l'Ouganda et la RDC. Tant que nous sommes dans la distraction, l'Ouganda commence à pomper déjà le pétrole. Et les Rwandais le fait aussi au niveau du lac Kivu avec le gaz méthane. Et bien sûr, ses parents lui ont dit non, voilà, nous on a besoin des ressources là du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il faut nous les donner parce que peut-être les autres là, ils ne comprennent pas dans quel genre on se retrouve. Et il le fait. Aujourd'hui, en réalité, moi, quelque part, j'aime ça un peu. Quelquefois, ça me dépasse que nous savons d'où vient la guerre, mais c'est auprès de ces mêmes personnes que nous allons nous agenouiller pour qu'ils nous aident à résoudre ce problème. Je crois qu'Amélie l'a dit, il faut que nous nous ressaisissions. Ces Blancs-là nous ont déjà dit, ils ont déjà leurs préférences. Ils ont dit que les Rwandais, là, c'est nous. Tout le monde le sait. Les Rwandais ne fabriquent pas des armes, ce n'est pas une puissance militaire. Dernièrement, il y a une étude qui a repris les 10 grandes armées africaines. Les Rwandais n'y est même pas. La RDC, en termes de sa logistique, en termes d'hommes, il occupe la 8e position. Place, oui. C'est que même en termes de puissance militaire, les Rwandais ne peuvent pas résister par rapport à la RDC. Tout à fait. Alors maintenant, on doit se poser la question, qu'est-ce qui fait que ces petits pays, les Rwandais, malmènent tout un grand Congo comme ça?
Mais la réponse, vous l'avez déjà dit. Et la réponse est très claire parce que ces parrains sont là. Et la meilleure façon de décourager les parrains, je crois que c'est ce que résume le discours du docteur Mukwege. Il faut maintenant des sanctions économiques. Frapper où ça fait mal. Des sanctions économiques autant pour le Rwanda et autant pour la communauté internationale. Oui, mais aussi... Sinon, on va continuer à tourner en rond, en allant pleurnicher au Conseil de sécurité, demande des sanctions à l'Union européenne qui est partie prenante. C'est pourquoi je vous dis, cette question n'est pas une question sous-régionale. Il n'y a, pas de conséquences à ces niveaux-là. Si on veut parler des responsabilités, quand je parle d'un sommet au haut niveau, le problème c'est quoi? Puisque la guerre est économique, la RDC doit trouver comment payer cette facture sans que ça passe par le sang. Très bien. En tant qu'État, on a la possibilité de trouver des mécanismes de politique extérieure. C'est aussi clair que ça. Ce qui est encore grave, c'est que le même pays qui finance le Rwanda a identifié, par exemple, comme l'Angleterre a identifié, que plus d'1 milliard d'aides financières au Rwanda, L'aide au développement. L'aide au développement, justement, ont servi à financer le rebelle dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ça n'a même pas aidé au développement du Rwanda. Donc, ils sont conscients de cette réalité, mais ils les laissent pourrir la situation. Deuxième chose, c'était par rapport à la fermeture de frontières, ce qui est pratiquement impossible que ça soit dans une situation normale ou dans un état de guerre. Actuellement, d'ailleurs, c'est infaisable parce qu'on n'occupe pas, on ne contrôle l'armée. Le couloir humanitaire, c'est d'ailleurs l'armée le Rwanda. Vous me faites le Rwanda. L'armée ne contrôle pas. Si on prend cette décision, d'abord, les rebelles ne vont pas l'exécuter. Deuxième chose, le sol qui cultive, qui peut être capable de nourrir Goma, est occupé. C'est Kibumba, où on a des choux, on a des patates douces, on a la pomme de terre, on a tout ça. C'est concentré vers le Rutshuru. Donc, du coup... Mais pourquoi tu fais dire ça? Pourquoi tu fais dire ça? Arrêtez avec ça. Ça veut dire que c'est une décision impopulaire. Écoutez, très impopulaire. Dans ces pays... Non, mais attends, Kibumba seul. Est-ce que vous connaissez le seul endroit qu'on peut produire les pommes de terre, c'est seulement Kibumba. Quand je parle de Kibumba, je prends l'exemple de route, la nationale numéro 2, d'où proviennent ces ressources. Les pommes de terre qui arrivent à Kinshasa, ils prennent la route. Non, mais attends, vous allez comment vous allez faire quitter les pommes de terre de Kinshasa? Oui, mais justement, il y a les pommes de terre de Goma qui... Oui, mais justement, moins cher. Et puis, oui, justement. Oui, mais le problème, parce que pour augmenter l'approvisionnement, il faut expliquer la réalité du marché, c'est quoi? C'est que à qui? Mais voilà, vous savez pas. Oui, mais justement. Il faut qu'on soit réaliste. Vous ne savez pas. Vous allez. Ok, d'accord, je retire. Mais vous ne savez pas qu'avec 1500 francs, un jeune de Goma peut se nourrir avec des pommes de terre et le maragi. Avec le maragi, 1500, ce qui est pratiquement impossible ici à Kinshasa. Nous ne partageons pas les mêmes réalités. Ils sont en train de consommer leur propre production. Là-bas, c'est différent. La population qu'on a chassée des Rutshuru, c'est une population qui avait déjà atteint l'autosuffisance alimentaire. Ils n'avaient pas besoin de qui que ce soit pour se nourrir. C'est différent de nous. Mais nous allons maintenant commencer à faire l'inverse, déplacer des histoires qui coûtent extrêmement cher pour aller le vendre à Goma. C'est le jour et la nuit. Donc, c'est de cette réalité-là que je parle. La route nationale numéro 2 est pratiquement occupée. Impossible de faire passer les richesses. Alors, vous prenez une telle décision, vous donnez raison aux rebelles. Une question pour vous départager tous. C'est pour finir. Cette question viendra au prochain numéro. Merci de nous avoir suivis. Il ne faut pas laisser sur cette note-là de faire quoi. La suite, c'est au prochain numéro. Surtout sur celle-là, non, tout non. On a fini cette émission, s'il vous plaît, on l'a fini. Le temps nous est imparti. On reviendra. On reviendra. Nous parlerons. Comment ça se fait dans l'état actuel? C'est irresponsable. S'il vous plaît, nous parlerons statistiques la prochaine fois. Cette émission pourra vous accorder plus de temps. Gardi Diana, merci de souffrir. Merci à vous de nous avoir suivis. Et c'est au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.